Quand nous chanterons le temps des cerises et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles, cerises d'amour aux robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité, comme la semaine dernière et comme la semaine prochaine. À Racaille, la 29e, déjà bientôt la 30e, avec ce matin, à la technique Charlie. Merci Charlie d'être venu, d'être tombé du lit et d'avoir pris les transports en commun pour venir nous rejoindre avec Jean. Salut. Et Roro Bellefeuille dans le micro qui cause dans le poste pour vous séduire et vous ravir. Bien, bon, on attaque. C'est gagné. On attaque tout de suite. Ce matin, pas d'invité. On est très content. Vive la liberté de déconner comme on veut. Jean dit aussi Raymond la science va tout de suite vous mettre au parfum du courant de la chose en nous parlant de ce qui se passe dans notre pays un petit peu en fin de vie. Carrément, ouais. La minute d'un quart d'heure. Hein, la minute d'un quart d'heure, évidemment, de Raymond la science, parce que oui, non, parce que pour le freiner, c'est difficile. Hein. Ça, c'est les brèves, hein, comme d'habitude, relevées dans nos journaux. Eric Woerth sifflé à la fête de l'UMA. T'as vu ça un petit peu, non? Non, je suis tout ça d'une fesse distraite. Oui, manifestement. Il y a que toi, hein, qui oui, non, mais j'attends le mardi matin avec les brèves de Raymond la science. Oui, c'est ça, ça suffit à ta culture, quoi. Tout à fait. Bon. Écoute, Eric Woerth, c'est le ministre du budget et des comptes publics. Oh là. Voilà. Oui, ça me manque pas vraiment. Celui qui a prévenu assez récemment qu'il avait dans sa manche une liste de 3000 évadés fiscaux. Ça non plus, t'as pas suivi? Ah si, ça, parce que j'achète de temps en temps le Canard et ils en causent. Voilà, donc ce qu'il conseille, c'est aux évadés en question de se déclarer avant la fin de l'année. Sinon, ça va être plus difficile. Oui, mais à ce qui paraît, sur les 3000, il n'en reste pas beaucoup à l'arrivée. Hein, c'est un petit peu de la gonflette. Oui, surtout qu'on ne sait pas si c'est du bluff ou pas, si tu veux. Hein. Donc, enfin bon, voilà. Alors, il a été donc sifflé copieusement à la fête de l'UMA. Alors, de là à penser qu'un certain nombre de militants communistes possèdent un compte en Suisse... Il n'y a qu'un pas que je l'avais pas vu venir. Ouais, qu'il n'y a qu'un pas que je ne franchirai pas, hein, parce que les relations entre les communistes et les anards ont toujours été assez difficiles, on peut le dire. Hein. Pas la peine d'en rajouter. Je ne vais pas en rajouter, effectivement. Mais quand même, hein, le bougre semblait très très content de lui. Hein. Il était manifestement très satisfait de cet accueil. Je pense qu'il avait été... qu'il savait parfaitement à quoi s'attendre, hein, et qu'il avait préparé ça comme ça. Il avait bien dû répéter devant sa classe et tout. Bon, il avait en tout cas tout à fait l'air d'être le bon samaritain démocrate égaré au milieu des sectaires. C'était terrifiant. Hein. Bon, alors je n'ai pas évidemment de leçon de maintien à donner aux militants du PCF, hein, mais
si vous vouliez le déstabiliser vraiment, ce monsieur, moi je pense qu'il fallait lui réserver un accueil parfaitement indifférent et surtout très poli. Voilà. Ça n'engage que moi, hein. Robert sera peut-être d'un autre avis. Non, je suis tes avis qui sont toujours judicieux et qui me permettent de me reposer. Voilà. Et ben, quelques temps plus tôt, Frédéric Mitterrand aussi. Oh, chiotte! Bon, manifestement, Robert en était, parce qu'il a été sifflé lui aussi à la fête de l'UMA. Hein. Je rappelle que c'est notre nouveau ministre de la Culture, ou de l'inculture, suivant. Le côté du. Oui, le côté place, si on le prend par devant ou par derrière. Alors là, par contre, je trouve que c'est différent. C'est différent, Mitterrand. D'Éric Woerth. Je trouve que là, c'est pas que j'appuie, hein, les sifflets. Moi, je suis tout à fait contre ces manières, mais il faut comprendre, si tu veux, là. C'est différent. Quand un communiste français entend le nom Mitterrand, il voit rouge. Hein. Oui. Bon. Je crois qu'il est quand même bon de rappeler qu'à l'enterrement du PCF, qui a eu lieu quand même il y a déjà un certain temps, c'est Tonton qui tenait l'appel. Oh oui. Bon. Et du coup, il m'est revenu le souvenir d'un autre Mitterrand qui fuyait sous les lazis. C'était en 74, après sa défaite à la présidentielle. L'ex-ministre aux anciens combattants du gouvernement Ramadier était venu se pavaner sur le plateau du Larzac. De bonne mémoire, tu y étais ou pas, toi? Non, je fréquente le plateau du Larzac hors les manifs, c'est plus tranquille. C'est sûr, c'est beau en plus, qu'est-ce que c'est beau. C'est magnifique. Bon, enfin, les pierres ont commencé à voler, pendant que quelques jeunes militants socialistes indécrottables gueulaient Mitterrand président, hein, je rappelle, qui venait de se prendre une tôle quand même par Giscard. Qui a fait tourner le lait de toutes les brebis du Larzac et on a été privé de Roquefort cette année-là. Et ben, ce pauvre Mitterrand, il n'a dû sa survie qu'à un groupe de paysans qui l'ont planqué dans une bagnole. Allez, quoi. Alors, je sais pas s'il y a quelqu'un parmi les auditeurs qui connaît José Bové, ce serait pas mal de lui demander s'il n'en était pas déjà ces paysans qui ont sauvé Mitterrand. Ça m'étonnerait pas de lui. Social traître. En tout cas, Mitterrand n'oubliera pas le geste. Hein. Après son élection de 81, il rendra leurs terres aux paysans. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Les militaires, eux, ils seront déplacés dans la forêt de Cangeverse, à laquelle ils foutent régulièrement le feu. Depuis, c'est à croire qu'ils n'ont toujours pas digéré ce déplacement. Pourtant, le Var... mais c'était plus difficile sur le Larzac de foutre le feu à la forêt. Il n'y a pas d'arbres. C'est sûr. En fait, il faut le dire, ils auraient été beaucoup mieux sur le Larzac. Oui, bien sûr. Ils auraient fait moins de dégâts. Eh oui. Brice Hortefeux nie tout propos raciste à l'encontre d'un jeune beurre militant UMP. Alors, parce que j'imagine que c'est pareil... Robert n'a pas suivi ça du tout. Bon. Donc on voit, il y a une vidéo qui a circulé, manifestement les caméras de Public Sénat, la chaîne Public Sénat était là. Moi j'ai du mal à croire à l'innocence du ministre, mais bon. Tout à fait. En tout cas, on l'a surpris. Des membres de l'UMP lui présentent un jeune mec, un jeune beurre, enfin quand on dit beurre, attention, hein, c'est un gars qui est né ici et tout, donc à prendre avec des pincettes. Oui, mais qui est légèrement bronzé, quoi. Oui, une appellation à prendre avec des pincettes. Voilà. Et puis en lui disant, voilà, mais c'est un jeune beurre bien intégré, la preuve, il mange du porc, il boit de la bière. Oui. Sérieux? Oui, donc ça c'est le beurre franchouillard, hein, je rappelle, le beurre franchouillard mange du porc et boit de la bière. Bon. Et cette espèce de crétin, enfin, nous balance discrètement. Ministre, quand même, genre, enfin, plutôt Raymond. Non, de ministre, je voulais dire de ministre, pardon. Ah oui. Balance comme ça, quand il y en a un, ça va. C'est quand il y en a plusieurs qu'il y a des problèmes. Bon. Il a dit ça. Il dit ça devant une caméra discrète, mais encore une fois, moi, j'ai des doutes sur son innocence. Bon. Ensuite, il a essayé de nier, de prétendre qu'il avait absolument pas dit ça et tout. La vidéo, pourtant, ne laisse la place à aucune ambiguïté. Hein. On entend très distinctement dire ça. Bon, il a essayé de prétendre aussi qu'il parlait des Auvergnats. C'était pitoyable. Enfin bon, je rappellerai pour ceux qui ne suivent vraiment pas, comme Robert,
que le brave Hortefeux était encore il y a peu le ministre des quotas, celui pour lequel les êtres humains se réduisent à une certaine quantité d'entre eux, à jeter dans l'année hors des frontières, en dehors de toute considération humaine ou familiale. Je suis sûr, moi, qu'il savait très bien ce qu'il faisait ce jour-là. Je préviens les naïfs, qu'à quelques mois des élections régionales, c'est pour 2010, printemps 2010, les incidents de ce genre vont se multiplier. Moi, j'en fais le pari. L'UMP fera tout pour siphonner les voix de l'extrême droite, comme elle les a siphonnés lors de la présidentielle. On ne change pas une équipe qui gagne, ça a très bien marché en 2007, ça devrait pouvoir encore marcher en 2010. Mais il y a quand même une petite possibilité, je veux laisser une porte ouverte au brave ministre, qu'il ait en réalité fait allusion au PS. C'est-à-dire, ni au beurre ni aux Auvergnats, mais au PS. Une seule femme à la tête du parti, ça va, mais qu'il y en a plus, quand il y en a plusieurs, il y a des problèmes. Voilà. Alors pas seulement raciste, machiste en plus, le brave Hortefeux. Bon. La panoplie du parfait militant d'extrême droite. Ouais, il paraît que non, en fait. Ah bon? Ouais, tous ceux qui le connaissent de près vantent ses qualités humaines. Bon, à nous, évidemment, de là où on regarde, on a des doutes quand même sérieux. Bon. Et puis, voilà, comme Sarkozy, lui, dans la foulée, il a déploré publiquement ce qu'il a appelé la décontraction de Brice Hortefeux. Je mets ça entre guillemets, évidemment. Alors là, par rapport à ça, c'est des amis de 30 ou 40 ans, Hortefeux et Sarkozy se sont connus à peu près à la maternelle. Alors là, je me contenterai de rappeler le vieux proverbe auvergnat, il faudrait que j'arrive à le dire avec l'accent, on n'est jamais si bien trahi que par les chiens. Et pour pas finir mal, quand même... Bon. Pas mal. Et pour finir sur une note plus gaie, la doyenne de l'humanité est morte. Et t'appelles ça une note plus gaie? Bon, je parle pas de Marie-Georges Buffet. Non. Ça, c'est dégueulasse. Non, la doyenne de l'humanité, c'était une américaine, je crois. Je sais plus quel âge elle avait, 114 ans. 114 ans. Ouais, comme quoi, le hamburger, ça conserve. Ça conserve. Elle en a peut-être jamais mangé, mais bon. Peut-être. Eh bien, figurez-vous qu'elle a immédiatement été remplacée par la nouvelle doyenne de l'humanité. Qui est chinoise? J'en ai aucune idée, japonaise, je crois. Japonaise, oui. Décidément, la société ne fait plus de sentiments. On vit vraiment dans un monde de brutes. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. Eh bien, merci beaucoup, Raymond. Je viens encore d'apprendre des choses que j'ignore d'une manière assez constante. Mais bon, j'espère aussi que les auditeurs, on est peut-être un peu trop optimiste, disons que l'auditrice qui régulièrement nous fait des petits coucous sur notre blog, elle est unique. On subodore son identité. Elle serait peut-être bien dans le sud, du côté de Roquemort. C'est tellement transparent, Marie-Christine, tu sais que tu peux signer, ça mange pas de pain. Ce matin, dans la régie, nous avons donc un nouveau technicien, dit ingénieur du son. C'est comme ça. C'est comme ça que notre petite camarade Alison qualifie les techniciens en régie. Donc, bonjour à notre ingénieur du son futur, Charlie. Salut Charlie. On est content d'ailleurs parce que ce matin, surtout moi, Jean est beaucoup plus serein, relax, sûr de lui, bien dans ses chaussures. Non, il n'a pas de basket, il a les chaussures, je suppose. Donc c'est les baskets ou les chaussures, Jean? Des mocassins. Des mocassins. Des mocassins en daim. Ne doute jamais. Tandis que tant que le technicien du son, que ce soit Jean-Christophe ou maintenant Charlie, n'est pas là, je suis dans mes petits souliers. Mais il est là. Et il va nous faire connaître un petit peu ses goûts musicaux, essayer de nous y intéresser, nous les faire aimer aussi. Et donc, je lui passe le micro pour qu'il puisse nous annoncer ce qu'il va nous faire écouter et ensuite nous faire écouter ce qu'il nous a annoncé. Dans cet ordre-là. À toi, Charlie.
Écoutez, je vais vous plonger dans les années 60 avec une musique de Oscar Brown Jr. Intitulée But I Was Cool. But I Was Cool. Allez, c'est parti. Patience, ça se ramène. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité, à Racaille la 29e, avec à la régie Charlie, dont vous venez d'entendre une des musiques qu'il a choisies, et toute l'émission sera, les pauses musicales, en tout cas de l'émission, seront animées par Charlie, enfin par ses musiques. On aime bien. Personnellement, je connais pas du tout le chanteur qui vient de se produire. Si Jean m'a dit que c'était Charlie Brown, non, c'était Oscar Brown Jr. Oscar Brown Jr. Oscar Brown Jr. Oscar Lenoir Jr. Donc alors non seulement j'apprends les news politiques, mais en plus j'apprends le nom des chanteurs has-been. Non, Charlie, je déconne. Merci Charlie. Bon Jean, écoute... On ne sait pas si c'était le fils d'Oscar Brown Senior, mais sans doute. Hein. Ah ouais. Et Oscar Brown Senior était le fils de qui? Bon, Jean, la citation de Jean et son commentaire. Extrait, c'est ça dans le midi on dit extrait, on dit pas extrait. Ça c'est le Nord. Extrait de l'esthétique par Georges Wilhelm Friedrich Hegel. Oh là là. Bon. Ouais, vas-y Jean, tu peux y aller. Oui, c'est la 3e fois, je crois, que je fais appel à ce philosophe allemand, hein, ouais. Le très grand philosophe allemand, et à son ouvrage majeur esthétique. Alors c'est Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Je rappelle que c'est... Pardonnez mon allemand un peu primaire. J'en ai aucune idée de la façon dont ça se prononce. Moi non plus. Je rappelle que c'est 1770-1831.
Alors, pour Hegel, le monde tel que nous le percevons est d'abord une émanation de nous-mêmes. La connaissance du monde n'est donc qu'une connaissance de soi. Ça, c'est intéressant, je trouve. Si l'homme se contente d'imiter la nature, il n'apprendra pas grand-chose du monde et donc de lui-même. La moindre production autonome de l'homme, ne serait-ce qu'un clou, vaudra toujours mieux qu'une imitation de la nature. Les clous Nestor. Je te remercie de ne pas avoir oublié les clous Nestor. Oui, je disais, ne serait-ce qu'un clou vaudra toujours mieux qu'une imitation de la nature, parce qu'elle le fera avancer sur le chemin de la connaissance pure, qui est la connaissance de soi. Cette conscience de lui-même, l'homme l'acquiert de deux manières. Théoriquement en prenant conscience de ce qu'il est intérieurement, de tous les mouvements de son âme, de toutes les nuances de ses sentiments, en cherchant à se représenter à lui-même tel qu'il se découvre par la pensée et à se reconnaître dans cette représentation qu'il offre à ses propres yeux. Mais l'homme est également engagé dans des rapports pratiques avec le monde extérieur, et de ces rapports naît également le besoin de transformer ce monde, comme lui-même, dans la mesure où il en fait partie, en lui imprimant son cachet personnel. Et il le fait pour encore se reconnaître lui-même dans la forme des choses, pour jouir de lui-même comme d'une réalité extérieure. On saisit déjà cette tendance dans les premières impulsions de l'enfant. Il veut voir des choses dont il soit lui-même l'auteur, et s'il lance des pierres dans l'eau, c'est pour voir ces cercles qui se forment et qui sont son œuvre, dans laquelle il trouve comme un reflet de lui-même. Ceci s'observe dans de multiples occasions et sous les formes les plus diverses, jusqu'à cette sorte de reproduction de soi-même qu'est une œuvre d'art. Pardon. Si l'artiste pense... Désolé. Robert a failli tomber. Si l'artiste... c'est, je ne sais pas si c'est Hegel qui lui fait cet effet-là. Oh, si. C'est vrai que les phrases sont un petit peu longues, quand même. Si l'artiste pense à la manière du philosophe, il produit alors une œuvre précisément opposée à celle de l'art, quant à la forme sous laquelle l'idée nous apparaît. Car le rôle de l'imagination se borne à révéler à notre esprit la raison et l'essence des choses, non dans un principe ou une conception générale, mais dans une forme concrète et dans une réalité individuelle. Par conséquent, tout ce qui vit et fermente dans son âme, l'artiste ne peut se le représenter qu'à travers les images et les apparences sensibles qu'il a recueillies, tandis qu'en même temps, il sait maîtriser celles-ci pour les approprier à son but et leur faire recevoir et exprimer le vrai en soi d'une manière parfaite. Dans ce travail intellectuel qui consiste à façonner et à fondre ensemble l'élément rationnel et la forme sensible, l'artiste doit appeler à son aide à la fois une raison active et fortement éveillée et une sensibilité vive et profonde. C'est donc une erreur grossière de croire que des poèmes comme ceux d'Homère se sont formés comme un rêve pendant le sommeil du poète. Sans la réflexion qui sait distinguer, séparer, faire un choix, l'artiste est incapable de maîtriser le sujet qu'il veut mettre en œuvre, et il est ridicule de s'imaginer que le véritable artiste ne sait pas ce qu'il fait. Voilà, bon, faut se l'avaler ce truc, quand même, mais je trouve que c'est assez intéressant. Oui, non, c'est très intéressant, mais comme on le répète à chaque fois, après des textes de cette quand même assez ardu, assez dur, Jean les met sur le blog et vous pouvez vous prendre la tête dessus, parce que comme ça tout de suite c'est difficile de poser des questions à Jean. Les phrases sont longues, très très longues, et c'est bon. Vous pouvez les relire évidemment sur le blog, comme le disait Robert, mais aussi les imprimer, parce que bon, moi personnellement je préfère le papier, ça m'aide à réfléchir. Alors, Esthétique de Hegel est disponible aux presses universitaires de France pour moins de 30 €. C'est un vrai pavé, donc c'est pas cher compte tenu de la masse que c'est. Vous pouvez le commander, évidemment, à la librairie Publico, 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement de Paris. Et comme d'hab, je rappelle le numéro de téléphone de la librairie, 01 48 05 34 08.
Merci beaucoup, Jean. Mais par contre, quand même, sans la réflexion qui sait distinguer, séparer, faire un choix, l'artiste est incapable de maîtriser le sujet qu'il veut mettre en œuvre, et il est ridicule de s'imaginer que le véritable artiste ne sait pas ce qu'il fait. Oui, mais qu'est-ce que c'est qu'un véritable artiste? La question, pour moi, se pose à ce niveau-là. Parce que je vois pas ce qu'on peut mettre dans... Quel est le contenu de ce véritable? J'ai jamais su vraiment qui était un artiste, qui n'en était pas un. On peut se baser sur la technique, on peut se baser sur l'émotion, on peut se baser sur... Je sais pas. Voilà. Pour moi, c'est là que je sais pas vraiment si on peut affirmer que le véritable artiste ne sait pas ce qu'il fait. Je pense qu'il y a une part aussi de hasard, Oui, à laquelle toi tu tiens, tu tiens énormément. Oui, une œuvre complètement raisonnée, je sais pas si... De toute façon, quand je donne des textes comme ça, je les donne pas comme une valeur absolue. Non, Par exemple, il nous dit bien, si tu veux, qu'il est ridicule pour un artiste d'imiter la nature, que c'est perdre son temps. Et justement, tout de suite après, je vais montrer avec des histoires d'artistes. Je me suis attaché justement à des artistes qui ont copié la nature et qui n'en sont pas moins de très très grands artistes. Tout ça, c'est évidemment tout à fait à relativiser. Bien sûr. Oui, il faut pas perdre son sens critique, ni quand on regarde une œuvre qui est mise comme quelque chose d'incontournable, d'exceptionnel, voilà. Alors il y a souvent on regarde l'œuvre et on n'ose pas, s'il y a des choses qu'on trouve pas tout à fait intéressant ou mal maîtrisé, etc., on n'ose pas parce que c'est un grand artiste, une grande œuvre. Et pour les textes, c'est comme pour les œuvres visuelles ou plastiques. On a le droit d'avoir un sentiment personnel, de critiquer, de dire qu'on n'est pas d'accord, qu'on comprend pas, qu'on ressent pas. Complètement. Complètement. C'est pas parce que Hegel a écrit ça qu'il faut absolument se mettre au garde à vous et voilà. Et non, on doit avoir toujours, même si on n'a pas une culture exceptionnelle, à quelque niveau qu'on soit de cette espèce de bagage intellectuel, enfin de quelque lourdeur ou légèreté qui soit, on a le droit de s'exprimer devant une œuvre. Ah ben complètement, et on a le droit de s'exprimer en tant qu'artiste, comme on le sent aussi. Tout à l'heure, je vais parler de Chardin, par exemple. Pour les amateurs de peinture de son siècle, les amateurs, eux, ils prisaient vraiment plus que tout l'imagination. Et c'était justement la faculté qui faisait le plus défaut à Chardin. Il avait vraiment du mal à composer ses tableaux, et c'est ce qui explique en partie que lorsqu'il trouvait après de longues et patientes recherches une structure qui lui convenait, il la reproduisait dans plusieurs œuvres. Il a quand même fini par s'imposer, et aujourd'hui on le considère comme le classique des classiques. Je sais pas, moi je sais pas quel effet ça te fait, mais les toiles de Chardin, il y a un mystère là-dedans. Ça a beau, jusque dans ses natures mortes, il se contentait a priori d'imiter la nature, et il y a un mystère là-dedans qu'on n'arrive pas à percer. Absolument, moi je suis d'accord avec toi. Non, vraiment. Et en plus, moi, Chardin, c'est une peinture qui m'apaise. C'est pas une peinture qui m'excite, mais je me sens bien, quoi. Je me sens pas attaqué, agressé, quoi. C'est quelque chose qui touche. Oui. C'est d'ailleurs ces sujets sont toujours très simples. C'est pas des choses, des tartines à Delacroix ou des choses comme ça, quoi. Tout à fait. Oui. C'est quelque chose de très proche des gens, très proche de. C'est sans doute ce qui nous émeut, oui. Oui, tout à fait, bien sûr. Bien, donc on va repasser le témoin à Charlie dans son petit KGB qui va nous faire écouter encore de sa musique et toujours de sa musique jusqu'à la fin de cette émission prestigieuse. Ça sera quoi est-ce donc, Charlie? Mais voilà, je vais rester dans le même registre avec Johnny Guitar Watson. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc ça date aussi des années 60. Voilà. Allez, c'est parti. Bien, on attend cette... Voilà.
sur Radio Libertaire. Excusez-nous, on papotait avec mon camarade Jean. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité. À Racaille, la 29e, avec à la régie notre nouveau camarade Charlie. Jean, toujours présent au poste, fidèle au poste, comme on dit chez nos camarades culotte de peau, qui va vous causer dans le poste du père de Jean-Baptiste Simenon. Oh. Non. Jean-Baptiste Siméon Chardin, pardon. Oui, qui est d'ailleurs appelé à tort comme ça. Je sais pas pourquoi, c'est assez curieux. Je sais pas où on est allé chercher le Baptiste. En fait, c'est Jean Siméon Chardin. Jean Siméon Chardin. Mais il est communément appelé Jean-Baptiste Siméon Chardin. Oh, j'aime bien, moi, Jean-Baptiste. Moi aussi, j'aime bien. On va le garder comme ça, mais il s'est jamais appelé Baptiste. D'accord. Bon. C'est curieux. Voilà, histoire de vie, histoire d'artiste, histoire de peintre. Donc, Jean-Siméon Chardin, c'est 1699-1779. Il naît donc en 1699 à Paris. Son père était menuisier du roi et syndic de la corporation des fabricants de billard. Tu savais ça? Oh non. Et lui, il décide très tôt qu'il ne sera pas fabricant de billard, Jean-Siméon, et il décide très tôt qu'il sera peintre. En 1728, il est reçu à l'Académie grâce à un subterfuge en tant que peintre de fruits, fleurs et autres petits sujets. Et oui, c'était comme ça. Et alors, c'était vraiment la lie, quoi, des peintres. Hein. C'était vraiment le premier barreau de l'échelle. Peintre de petits sujets. Hein. Alors, son subterfuge, c'est tout simplement qu'il offre aux académiciens qui sont venus visiter son atelier 2 de ses plus belles natures mortes, en leur faisant croire qu'il s'agit d'œuvres d'artistes flamands. Et puis au moment opportun, c'est-à-dire au moment où ils vont partir, évidemment, il révèle qu'il en est l'auteur. Alors, trop heureux de pouvoir disposer immédiatement des toiles, les académiciens l'acceptent parmi eux sur le champ. Voilà. Malin, hein? Ça fonctionnait comme ça à cette époque épique. Enfin, je pense que ça n'aurait pas fonctionné bien de manière différente aujourd'hui. Il y a des choses qui perdurent comme ça dans le temps. En 1730, Van Loo, ou Van Le, je ne sais pas comment on prononce ça, fait appel à lui pour restaurer la grande galerie de Fontainebleau, où il s'occupera plus particulièrement des animaux et des objets. Ah bah oui, peintre des fleurs, fruits et autres petits sujets, hein, voilà. Passé maître dans l'art de la nature morte, il va pendant 20 ans faire des incursions quand même régulières hein, dans l'art du portrait, comme le fameux enfant au toton. C'est une toile extraordinaire. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Le toton, c'est une espèce de toupie, je pense. Ah ouais. Bon, c'était un des fils C'était un des fils d'un personnage important. J'ai oublié qui. Enfin, il y a 2 portraits en fait. Il avait 2 fils. Et il a fait le portrait de chacun des fils, et l'enfant au toton est un des enfants de ce personnage. Alors c'était quelqu'un qui occupait une position importante à la cour. Hein. Mais la critique comme le public ne suivent pas au niveau des portraits, et il se résigne à partir de 1750 à revenir à la nature morte. C'était terrible à cette époque quand même. Eh ben, ce retour lui vaut un regain de renommée, et le roi Louis XV lui accorde, c'était Louis XV, 1750, lui accorde un logement au Louvre. C'était très très important, parce que quand on vous accordait un logement, je pense que vous étiez carrément propriétaire. Je suis pas sûr que même que vos héritiers pouvaient même peut-être en hériter. Hein. Alors, dans ce logement, il peut recevoir ses nombreux amis, dont Diderot, qui dira de ses natures mortes, c'est la vie même. C'est gonflé pour une nature morte. S'il faut l'en croire, Chardin se servait d'ailleurs autant de son pouce que de son pinceau. Ce qui pourrait expliquer... Hein? C'est le stufamo? Non, mais... Quand on parle avec ses doigts. Ah, le sfumato, là, ou sfumati, non, sfumato, c'était au singulier, de Léonard de Vinci. Ouais. Je sais pas, mais c'est sans doute comme ça qu'il obtenait cette espèce de matière un peu particulière. Lui, c'est pas vraiment du brouillard, dont ces toiles sont plutôt, il y a plutôt une espèce de grain, je trouve, qui fait penser un peu à la photographie, à certaines photographies. Enfin, c'est assez mystérieux, Ceci dit, même Diderot ne l'a jamais vu peindre. Il s'avançait un petit peu, malgré leur amitié. Chardin veillait jalousement sur le secret de sa technique. Personne ne l'a jamais vu peindre.
Avec le panier de pêche ou encore Nature morte au gobelet d'argent, une de mes toiles préférées, ça c'est vers 1768 ou 1769, il pousse à l'extrême sa maîtrise des blancs, entre guillemets, où viennent se refléter et se fondre tous les autres tons de la composition. Et c'est le moment que Choiseul sort pour lui envoyer un coup terrible, dont Chardin va en fait faire un tremplin vers la liberté, vers sa liberté. Il commence en effet à ressentir les effets d'une intense fatigue oculaire. Sa vue faiblit même tellement qu'il doit renoncer à l'huile pour le pastel. C'est le glaucome. C'est ça ? Ouais. Ouais. Bon. Grâce à ce procédé rapide, je parle du pastel évidemment, il peut enfin s'affirmer pleinement comme portraitiste, exécutant des effigies grandeur nature, où la technique le dispute à la sensibilité. Il y a je sais pas quelle toile je mettrais, je mettrais peut-être sur le blog, je mettrais peut-être quand même Nature morte au gobelet d'argent, mais il y a aussi un autoportrait de lui qui est vraiment fameux. Quand il est avec un bonnet. Là. Exactement, tout à fait, dans l'intimité de son atelier, en fait, il est comme ça, à regarder par-dessus ses bésicles. Il y a une espèce de simplicité, de vérité là-dedans, c'est très impressionnant. Et je vous cite les frères Goncourt, d'une touche furieuse, chargée, solide, d'un crayon libre, fouetté, sûr dans ses hasards mêmes. Affranchi des hachures dont jusque-là, il a amorti son tapage, ou raccordé ses ombres, Chardin attaque le papier, l'écaille, y enfonce le pastel. Si les siècles suivants lui ont peut-être prêté une profondeur psychologique exagérée, je pense qu'on est quand même allé un petit peu loin, que d'aucuns ont même cru voir dans sa peinture l'amorce des géométrisations cubistes. Oui, ça laisse Robert Pantois. Oui. Chardin n'en reste pas moins le classique des classiques, celui dont la peinture de nature morte a été la moins soumise à la mode, mais aussi la plus réfléchie, en même temps que la postérité le désignait comme l'un des plus grands maîtres du pastel. Alors je pense que en fait les géométrisations cubistes, c'est essentiellement à cause de la simplicité en fait de ces mises en espace et de ces mises en scène. D'accord. C'est toujours c'est vrai, mais enfin bon, ça paraît quand même excessif. Tu parlais de Delacroix tout à l'heure, on est vraiment à l'opposé. Tout à fait. Ouais. Voilà. Nature morte au gobelet d'argent est visible au Louvre. Oui. J'espère qu'elle n'a pas été déplacée au musée d'Orsay. Non, à cette époque-là, je ne passe pas. Non, c'est le 19e qui sont déplacés. Enfin, la fin du 19e. Ouais. Alors tiens, d'ailleurs, ça c'était un petit clin d'œil à la semaine dernière où je me suis fait remonter les bretelles par mon ami Robert. Moi ? Non, mais gentiment. Oui. Tout à fait gentiment. C'est vrai que c'est bien de donner des infos qui sont valables quand même. 86, le déplacement des glaneuses au musée d'Orsay. Ouais. 86, donc c'est quand même assez récent. Assez ancien. Ça dépend de l'âge de vos artères. Ouais. Voilà. Alors donc je vais mettre Nature morte au gobelet d'argent en fait sur le blog de l'émission dont je vous rappelle l'adresse http:// Arracaille, A-R-T, ça faisait longtemps que j'avais pas appelé, A-R-T-R-A-C-A-I-2-L-E, .blogspot.com. Je retiens dans ce que tu viens d'évoquer là, qui m'a, enfin, je m'en souviens, c'est parce que ça, probablement, c'est ce blanc dans lequel se reflètent toutes les couleurs qu'il met sur sa toile. Et ça, c'est comment ces gens-là arrivaient. Alors, je parle aujourd'hui, on a l'air des tels béotiens à côté d'eux que comment ils arrivaient à. Ah oui, là, c'est extraordinaire. Je suis en train de passer justement à Robert la Nature morte au gobelet d'argent. Tu vois ce que je veux dire par rapport à ces taches claires là sur lesquelles se reflètent vraiment des blancs composés. Et mais Chardin lui-même, il se considérait pas du tout comme un grand artiste. C'était si tu veux, il se considérait même comme un laborieux de la peinture. Il y a un tel équilibre dans cette nature morte. Je veux dire, c'est comment on peut arriver à un point. C'est la perfection. Parfait. Ah oui, tout à fait. C'est la perfection. Et la petite note, je veux pas dire humoristique, mais c'est
c'est un haut de cuillère ou des choses qui arrivent là, mais s'il n'y avait pas cette espèce de morceau de métal qui ressort de ce vase, la composition serait vraiment presque plate. Complètement. Et ça. Et puis c'est ça, la vie même dont parlait Diderot, c'est la cuillère qui dépasse du bol, là, parce que si tu enlèves la cuillère, là, il n'y a plus de vie, c'est juste une nature morte. Là, absolument. Là, il y a ça donne une idée de. Et la richesse, quand on dans le fond, tout ce qu'on peut sentir, toutes les couleurs, une densité, mais en même temps c'est très léger. C'est comme une fumée, c'est comme le sfumato. Bref, je vais pas délirer plus longtemps, mais vraiment, si vous pouvez, si vous allez sur le blog, que ça vous incite à aller au Louvre pour voir ce travail qui est vraiment, qui semble si simple, mais qui en réalité est si complexe, parce que c'est qui a inspiré et qui continue d'inspirer les peintres, parce que c'est vrai que c'est l'extrême sophistication, c'est-à-dire la simplicité absolue. Cézanne ou même Matisse s'est revendiqué la peinture de Chardin comme une de ses influences majeures. Oui, tout à fait. D'accord. Voilà. Bien. Voyez, de moins en moins con on est quand on suit cette émission. À commencer par moi, d'ailleurs. Je ne m'exclus pas du troupeau. Et maintenant, pour la 3e fois, on se tourne vers notre camarade Charlie pour écouter une de ses musiques surprenantes pour moi, parce que je ne les avais jamais écoutées. Ben là, je vais vous proposer une musique d'un artiste qui n'est pas très connu, mais qui va nous transporter en Afrique. Il s'appelle Chiama. Donc j'espère que vous allez apprécier. Merci Charlie.
Radio Libertaire, voilà la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub. J'accours, j'étais au téléphone avec une charmante technicienne d'une autre émission qui s'appelle Monique, et qui me causait dans le poste de notre camarade J'en sais rien, qui, encore une fois, n'a pas honoré de son CD, qui passera pas donc dans l'émission de ce soir qu'anime Dominique Lestra, je crois, ou je sais pas, quelque chose comme ça. Enfin bref, je suis un peu dans la soupe. Parce que comme vous le savez, Jean-Christophe va être à Merlieu pour la fête du livre anarchiste, et il va passer en vedette, mais en vraie vedette. Et on avait besoin, enfin cette émission avait besoin de son CD pour pouvoir le présenter aux auditeurs. Promotionner. Pour le promotionner, Jean-Christophe. Pas doué pour la promotion. Pas doué du tout pour la promotion. S'il avait passé pote de racaille pour en faire un max, il sera encore dans les limbes, le minot. On fera de toi une vedette de la chanson, que tu le veuilles ou non. Malgré toi. Malgré toi. À l'insu de ton plein gré. Bon, eh bien, Jean, on peut poursuivre. Merci, Charlie, pour cette musique. J'ai pas pu tout écouter, mais je le ferai. Très beau. Cet après-midi, quand Jean nous aura envoyé le podcast. Ouais. Bon, ce sera du MP3, ce sera moins bien. Ah, mais d'après Monique, le MP3, ça peut être bon. Oui, ça c'est pas ce que disent les musiciens. Les animateurs, oui. Les animateurs, oui, d'accord. Bien. Voilà, une petite histoire de vie, histoire d'artiste, histoire de chef-d'œuvre. Oh. Hein, ça te dit? On en demande, on en redemande. Autoportrait au jabot de dentelle, ça c'est pas très précis, hein. C'est entre 1750 et 1760. Par Quentin de la Tour, lui c'est 1704-1788. Alors Maurice Quentin de la Tour, c'est l'histoire qui a rajouté la particule, en fait. Ah ouais. Ouais, il s'appelait de la Tour, D-E-L-A-T-O-U-R. Voilà, tout simplement. C'est pas. Il n'est pas né dans un milieu dans la noblesse, mais à Saint-Quentin, dans un milieu aisé et cultivé. Je crois que son père était chantre de paroisse. Oh. Sans que je sache exactement. C'était l'étage au-dessus, sans doute. L'étage au-dessus de Bedeau, oui. Bien. Eh ben, il a à peine 15 ans qu'il s'enfuit à Paris. Dis donc, ça devait quand même pas être marrant tous les jours. Donc, il y avait déjà des fugueurs à cette époque. Ouais, puis à te rends compte, à 15 ans, 15 ans, bon, ouais. mais je crois qu'ils étaient quand même plus jeunes que nous, disons. Je pense, oui. Où il trouve à s'employer chez un peintre obscur, dont tout le monde a à peu près oublié le nom. C'est le succès, en fait, que remportent les œuvres de la Vénitienne Rosalba Carriera, qui le fait sans doute se tourner vers la technique du pastel. En fait, elle exposait à ce moment-là à Paris, et ça a remporté un très très grand succès, Rosalba Carriera. Je ne sais absolument pas à quoi ça peut bien ressembler. Déjà le nom, ça va plutôt danseuse. J'essaie de retrouver ça. Si je trouve un lien, je le mettrai aussi sur le blog de l'émission. C'est un peu danseuse de flamenco. En tout cas, ça le fait se tourner vers la technique du pastel. Donc, on imagine qu'elle travaillait au pastel. Cette chère Rosalba Carriera. On ne sait d'ailleurs même pas s'il a jamais peint à l'huile, Maurice Quentin de la Tour, parce que ses pastels seuls ont été conservés. Oui, on n'a aucune trace d'un quelconque travail à l'huile. Alors quand il y a des oiseaux qui racontent que le pastel c'est fragile, quand même, ça fait quand même 3 siècles, 2 siècles, 3 siècles. Oui, alors je crois que c'est lui en fait qui avait mis le pastel c'est fragile. Le problème, il avait mis au point en fait une technique de fixation de la poudre qui a été perdue. On sait absolument pas comment il faisait, parce que ces pastels à lui sont pas fragiles. D'accord. Ah oui, tu es déjà allé visiter, non, le musée à Saint-Quentin, le musée. Non. Bon. Je donnerai Antoine Lécuyer, je crois que c'est, oui. Je donnerai toutes les références tout à l'heure. Oui, à Saint-Quentin. Saint-Quentin, c'est pas si loin que ça de Paris. Dans les Yvelines. Non, Saint-Quentin, dans le Nord. Ah, dans le Nord. Ouais. Dans le Nord, ça doit être, c'est au-dessus de Beauvais. Ça doit être à 1h30 peut-être de Paris. Ouais, 1h30 par l'autoroute. Ouais. Non, ça vaut vraiment le déplacement. Voilà, c'est ce que je disais. Sa méthode de fixation de la poudre a malheureusement été perdue. En 1735, il peint ainsi, au pastel, le portrait de Voltaire, qui lui apporte une grande renommée. Ça a été vraiment immédiat. Le succès aidant, il est reçu 2 ans plus tard à l'Académie, la même dont on parlait tout à l'heure avec Chardin,
avec 2 portraits au pastel, l'un qui représente sa femme, l'autre qui le représente lui-même. Resté célèbre, le pastel est resté célèbre pour son expression de désinvolture et de supériorité, il faut bien le dire, mais enfin je crois qu'il avait de quoi quand même. Vaguement goguenarde. Il faut dire qu'il est bientôt surnommé le prince des pastellistes, et que les plus hauts personnages de l'État comme de la société veulent absolument poser pour lui. Ça se bouscule dans son atelier, ça devait être assez sympa quand même ça. Il en profite pour prouver que le pastel est un art à part entière en exécutant des portraits de plus de 2 mètres de haut. Tu as déjà vu des... Ah non. Mais c'est très très impressionnant. Non. Dont le célèbre marquise de Pompadour, qui est visible au Louvre. Ça, j'irais bien, alors là, pour le coup. Oui. Je crois que me rappeler que ça fait près de 2,50 m de haut. Enfin, c'est très impressionnant. Lui, non, ça non plus, ça devrait pas avoir été déplacé au musée d'Orsay. Non, c'est pas l'époque. Marquise de Pompadour, allez voir ça au Louvre, c'est quelque chose. L'art de fixer les physionomies et de saisir les caractères par le pastel n'a jamais été porté aussi loin que dans ses œuvres, où les grands de ce monde abandonnent leurs prétentions pour se laisser aller à la familiarité. Je ne sais pas comment il faisait, mais il y avait quand même certainement chez lui un don très particulier pour mettre en confiance ses illustres modèles. Il y a toujours une espèce de débrailler comme ça, même quand il n'est pas dans les vêtements, il est dans les attitudes et tout. C'est bon. Devenu très très riche grâce à son art, Latour devait doter sa ville natale de Saint-Quentin donc de plusieurs fondations à caractère philanthropique et scientifique. Il a même ouvert, j'imagine qu'elle n'existe plus, il a même ouvert une école gratuite de dessin dans sa ville, tout en vivant à Paris. Il faisait des allers-retours assez fréquemment. Alors, atteint de démence en 1784, il rentra à Saint-Quentin où il mourut 4 ans plus tard. Son frère, qui l'avait soigné jusqu'au bout, légua tous ses biens et pastel à ses fondations. Bon, c'était pas les frères Van Gogh, mais pas loin, quelque part. Je trouve que c'est remarquable, de rien avoir gardé pour lui. Voilà, 80 pastels, parmi ceux qu'on a pu trouver dans cet héritage, parce que les autres sont dans des collections particulières ou dans des musées, se trouvent au musée Antoine Lécuyer de Saint-Quentin, je le rappelle, 1h30 de Paris, où vous pouvez aller les admirer. Le reste de la collection, malheureusement, a été dispersé sans espoir de retour. Le fameux autoportrait au jabot de dentelle, je vais sortir ça pour le montrer à mon ami Robert quand même, je pense qu'il se rappelle très bien de ce pastel, tout à fait. Que je considère personnellement, moi, comme l'un des 2 ou 3 plus grands pastels de tous les temps, je le dis carrément, parce qu'il y a, je sais pas, il y a une liberté là-dedans. Tout à fait. Même dans le visage, on sent que il y a pas de, ça fait pas officiel, c'est pas du tout rigide, c'est pas du tout conventionnel, quoi. Oui, puis cette ironie dans le regard, même si c'est vrai qu'il y a c'est pas le même dont je parlais tout à l'heure, mais on y sent la même supériorité un peu goguenarde dont je parlais. Enfin voilà, celui-là, il est visible au musée de Picardie à Amiens, et pas à Saint-Quentin, mais de Saint-Quentin à Amiens, je pense qu'il doit pas y avoir plus d'1 heure de bagnole, ou à peine un peu plus. Ça vaut vraiment le coup de faire un détour, rien que pour voir ce pastel. Moi, je le répète, pour moi, c'est un des 2 ou 3 plus grands. Oui, quand Jean dit pour moi, c'est un des 2-3 plus grands. Je tape pas sur la table, mais comme Sarkozy met le cœur y est. Vous pouvez le croire. Voilà, donc j'en mettrai évidemment une bonne reproduction sur le blog de l'émission. Allez, je rappelle encore l'adresse, mais cette fois-ci sans les plaies. http:// je sais pas s'il y en a. Il y a peut-être encore des auditeurs qui savent pas ce que c'est que slash. C'est la barre inclinée vers la droite. Ouais, c'est ça. 2 barres inclinées vers la droite. 2 barres, double slash. aracaille.blogspot.com. Au début de ton intervention, de ton histoire sur Quentin de la Tour, je me disais pastel Quentin de la Tour, et après je confondais avec Fantin Latour. Eh oui, il y a 3 Latour. Georges de la Tour. Oui, Georges de la Tour. Clair obscur, à la française. Il y a Fantin qui lui a précédé évidemment Quentin de la Tour, et Fantin Latour qui lui a succédé. Il y a 3 Latour qu'il ne faut pas confondre. C'est pour ça que j'étais un peu, comme je suis moins instruit. Oh non. Bon, Fantin Latour, c'est la même époque que Ingres, Hippolyte Flandrin, tout ça. Tout à fait.
et que j'aime beaucoup d'ailleurs. Enfin bon, parce que c'est lui qui a fait le joueur de flûte là, ou le tambour, enfin un petit militaire là qui joue de la flûte là. C'est lui. Non, c'est Manet, ça, je pense. Ah oui, c'est Manet. Oui, non, mais Fontaine-Latour, il a fait quelque chose aussi comme ça. Hein. Il peignait dans cet esprit-là. Dans cet esprit-là, c'est ça. Mais j'ai pas de souvenir d'une toile en particulier. Non, d'accord. Bon. Bah, si t'en as pas en particulier, moi, je vois pas pourquoi j'en aurais une en particulier. Non, ça me revient pas comme ça tout de suite, okay, quoi, mais... D'accord, bah, merci infiniment. Le joueur de flûte, ou est-ce que ça s'appelle comme ça, ou Non, ça doit pas s'appeler comme ça, ça doit avoir un autre nom, parce que c'est pas la flûte, c'était pas le pipeau, c'est le Manet, c'est le Manet. Ouais, c'est Manet, ouais. Tout à fait. C'est une des belles toiles de Manet, ouais. Bien, Charlie, on te passe la main avec une nouvelle musique dont tu peux nous donner le titre comme pour les précédentes. J'espère que c'est quelqu'un que vous connaissez très bien. C'est le groupe Compay Segundo. Donc le titre c'est Las Flores de la Vida. Je pense qu'en français ça donne les fleurs de la vie, si je ne me trompe pas. Allez, c'est parti. Tu connais, non, Compay Segundo? Oui, Compay Segundo. Oui, ça oui quand même. Oui.
blanc. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub. On rigolait bien avec Jean parce qu'on parlait d'une copine, enfin une ex-copine, qui a un sacré caractère. Et comme Jean va vous parler de Germaine Richier, une grande un sculpteur monumental, hélas parti très jeune, 55 balais, comme me le rappelait Jean. Et enfin bref, on avait un petit joke entre nous à propos de une sculptrice contemporaine. Est-ce qu'on peut dire sculpteureux ou sculptrice ou sculpteur? Moi, je me préfère sculpteur parce que c'est moins compliqué. Avec un E ou? Ah oui, pourquoi pas, oui, sculpteur avec un E. Sculptrice, le triste, c'est un peu triste. C'est un peu triste. Ouais, et sculpteuse, alors ça fait balourd, fait pédouille. Non, mais sculpteur avec un E, ouais. Voilà. Ce dont on va vous parler, Jean, d'ailleurs, tout de suite, Germaine Richier. Et il va probablement nous dire où on peut voir de ses œuvres, ce qui serait pas mal d'ailleurs, parce que moi je sais pas où on peut en voir. Je sais pas s'il y en a à Orsay, justement, je me souviens pas. Peut-être bien, oui, je sais pas. J'ai oublié de vérifier. Alors ça, je le mettrai sur le blog. J'ai oublié de vérifier où est-ce qu'on pouvait. Probablement Orsay, je pense qu'on doit admirer du Germaine Richier. Ouais. En tout cas, c'est vrai qu'on n'a pas d'invités aujourd'hui, comme on aime en avoir. Alors on va quand même un peu s'occuper des nanas. Hein. Bien sûr. Histoire de vie, histoire d'artiste, histoire de sculpteur. Germaine Richier, 1904-1959. Ouais, ça fait 55 ans. C'est mon âge. Gloops. Et moi, je suis mort. Et Robert, lui, est déjà mort, évidemment. Hein. Il ne risque plus rien. Non. Et j'en suis bien content parce que j'aimerais pas le perdre, mon petit Robert. Les asticots renoncés. Alors, après des études aux Beaux-Arts de Montpellier, Germaine Richier devient l'élève particulière de Bourdelle, excusez du peu, jusqu'à la mort de celui-ci en 1929. Elle croisera chez lui Giacometti, mais manifestement, ils ne se sont pas très très bien entendus. Ils ne seront jamais amis. Elle participera aussi à la formation de César. Oui, pas mal. Il lui renverra d'ailleurs à l'ascenseur. Il dira des tas de choses bien sûr. Il a un peu pompé aussi, d'ailleurs. Il pouvait la remercier. On peut dire que son centaure oui. très très... Et pas que, d'ailleurs. Bon. Et pas que, bon. C'était un émule de Picasso, forcément. Il pompait que les meilleurs. Oui, remarque, c'est ça. C'est ce qui fait les grands artistes. Pomper les meilleurs, vous avez entendu. Bon. Alors, elle se consacre tout d'abord, selon ses propres mots, à l'analyse des formes. Les sculptures qu'elle réalise à cette époque, le plus souvent en bronze patiné, laissent apparaître les transitions futures dans le mouvement modelé, la posture du personnage, ou encore la glaise spatulée. Même s'il est toujours facile de lire les développements ultérieurs dans les premières œuvres, surtout après coup. Oui. Il ne fait aucun doute que dès cette époque, pointe chez Richier ce désir de débordement organique, d'hybridation humain-animal. C'est vrai, c'est toujours resté fort chez elle. Oui, on retrouvera ça fortement par la suite. Mais jusqu'en 1945, sa sculpture reste quand même assez figurative. Et puis, je sais pas si la guerre y a joué un rôle là-dedans, mais j'ai pas tellement de renseignements privés, moi, sur elle. Mais après la guerre, en tout cas, elle va accomplir une métamorphose par un ancrage au sol plus important de ses œuvres, comme si leur poids était une garantie définitive contre toutes les bourrasques du vent et de la vie. Bien que les attitudes et les gestes semblent davantage accompagner sa pensée que la réelle emprise du corps. On sent là la lutte de Richier contre la matière. La glaise a été battue, triturée, malaxée. Le bronze s'en fait l'écho, avec douleur, oubliant sa forme pour n'être plus qu'un magma. Les faces ont été rageusement biffées, fendues et pour ainsi dire déchirées. C'est vrai, moi c'est exactement l'effet que ça me fait. Il n'y a jamais de véritable rupture dans les explorations de Germaine Richier, mais des maturations à ramifications multiples et aux éclosions constamment éclairées et décalées. En 1951, son Christ du plateau d'Assis, alors je sais pas, peut-être que c'est cette sculpture-là, que c'est pas ma préférée, mais c'est peut-être celle-là que je mettrai sur le blog, ou j'en mettrai deux, on verra, va être l'objet d'une vive polémique. Métaphore des tourmentes physiques et morales du Fils de Dieu, l'œuvre va en effet être soustraite à la vue des fidèles par l'évêque d'Annecy, Monseigneur Cesbron, je crois qu'il s'appelait. Cesbron. Ouais, comme l'écrivain Georges Cesbron, tu te rappelles? Oh, tout à fait. Peut-être un lien de parenté, j'en sais rien.
Je me rappelle plus d'où il venait, Georges. Les saints vont en enfer. Ouais, et je me rappelle plus d'où il venait. En tout cas, ça va cristalliser la querelle de l'art sacré. C'est dingue de penser qu'en 1951... Ouais. Oh bah tu sais, c'est à cette époque-là que c'est là qu'il y avait des prêtres ouvriers. D'abord, Cesbron, quand il a écrit Les saints vont en enfer, c'est un récit sur les prêtres ouvriers, un roman. Et ça a été interdit par l'Église peu de temps après, quoi. On est encore là. Ouais. C'est la même querelle, un petit peu, quelque part. Ouais. Un peu plus tard, elle organisera des confrontations entre ces personnages qui n'ont plus grand-chose d'humain à force de transformation. Pourtant, elle parvient à une sorte d'osmose entre cette parcelle d'humanité encore présente et le végétal, notamment par l'emploi de branches d'arbres coulées en bronze. C'est vrai que c'est très important dans sa sculpture. Plomb, bronze patiné, foncé ou nettoyé, incrustation de verre de couleur, plâtre, elle n'a jamais négligé la texture de ses pièces. Jusqu'à cette interrogation sur la polychromie, dernier santé emprunté par l'artiste, et qui n'était pas loin s'en faut un simple plaisir visuel ou une préoccupation ludique. Moi, j'aime beaucoup moins les dernières œuvres, mais bon, je trouve qu'elle avait absolument pas besoin de la couleur, mais après tout, c'est un chemin personnel. J'imagine qu'à son niveau, elle considérait ça comme la marque d'une nouvelle exigence. Aujourd'hui, quelque peu oubliée, et même beaucoup, je trouve. La sculpture de Germaine Richier bouscula fortement son époque. Elle connut une notoriété internationale, équivalente à celle de Giacometti. On peine à imaginer ça aujourd'hui, mais elle a vraiment été très célèbre de son vivant. Aujourd'hui, bon, je ne sais pas si l'histoire lui rendra justice. Je pense quand même. Oui. Dans un moment. En tout cas, voilà, je mettrais l'eau. Moi, j'aime particulièrement l'eau avec cette femme assise dont la tête est une amphore. Je trouve qu'il y a là-dedans quelque chose aussi bouleversant que ce qu'on peut trouver chez Giacometti. Et je finirai par ces quelques mots signés de sa main. Je suis plus sensible à un arbre calciné qu'à un pommier en fleurs. Ah oui, ça c'est extraordinaire comme phrase. Quand tu m'envoyais ton fil, d'abord j'étais content que tu parles de Germaine Richier parce que j'aime beaucoup son travail. Et je savais même pas, moi je suis pas très fort pour les dates de vie, de mort, mais j'étais tout surpris qu'elle soit morte. et quand j'ai lu tu avais mis cette phrase sur ton fil, j'ai trouvé que c'était vraiment extraordinaire, que c'était vraiment, là c'était très caractéristique de son œuvre. Enfin, ça la qualifiait bien, quoi, je trouve. Et pour la polychromie des bronzes ou des sculptures, il y a aussi un sculpteur que j'aime beaucoup, qui s'appelait Étienne Martin, qui a disparu il n'y a pas tellement longtemps, qui faisait des sculptures gigantesques en bois, après coulées en bronze, je sais pas quoi, mais des trucs pas forcément figuratifs, pour quelques-unes, oui, et qui intervenait sur certaines avec justement des couleurs, et je trouvais que, parce que lui c'était encore plus brut, beaucoup plus primitif que Germaine Richier, je trouvais que ça amenait quand même une petite lumière dans son travail qui était intéressante, quoi. Je dis pas que je vois pas, je connais pas du tout. Moi, je suis toujours très méfiant quand un sculpteur se met à aborder la couleur. C'est complètement idiot, c'est. Mais je sais pas, ça m'apparaît toujours comme sans doute une frustration de peintre, quelque chose de mal, tu vois. Si c'est fait discrètement, si c'est pas entièrement recouvert, si c'est une touche ou comme le fait Étienne Martin, quoi, c'est un aplat ou deux, tu vois, je sais pas je suis pas assez, je connais pas assez ses motivations. Moi, c'est ses œuvres qui m'intéressent. Le reste, je sais pas vraiment étudié, mais je trouvais que ça venait bien quand même, ces interventions de couleurs, quoi. Je connais comme ça un sculpteur, je crois qu'il est d'origine russe, en tout cas des pays de l'Est, qui réalise à la tronçonneuse, il travaille à la tronçonneuse en fait, des sculptures d'animaux absolument, c'est saisissant, c'est très très spectaculaire parce que et directement sans dessin préparatoire et tout, il a un bloc de bois, quoi, et puis à la tronçonneuse il fait un lion, un héron, ça peut. J'ai vu je sais pas si c'est lui, mais c'est ce bled où habite ce sculpteur
qu'on connaît tous les deux, cette sculpteur. Oui. À la Baule, ouais. Il y a une galerie où j'ai vu le travail d'un sculpteur à la tronçonneuse, justement, un sculpteur animalier. Ah bah, ça doit être lui. Ouais. Et alors, il y a une espèce de poutre en bois, brute, enfin, c'est le truc de l'arbre, et en haut, débité en haut, il y a une chouette ou un hibou, tu vois, et il intervient à la barbouille dessus. Tu vois. Oui, et ça, c'est dommage, tu vois, parce que, alors, moi, je l'ai vu travailler, en fait. Ah ouais. Et c'est vraiment très très spectaculaire parce qu'il n'y a aucun dessin préparatoire. Il attaque le bois brut comme ça avec sa tronçonneuse. Et de cette confrontation entre cet instrument quand même extrêmement barbare et le bois comme ça qui est plutôt quelque chose de précieux, on va dire, naît des sculptures vraiment très très impressionnantes. Et il a fallu, il s'est pas contenté de ça malheureusement. Depuis quelque temps, il commence à les barbouiller, à introduire de la couleur, comme s'il essayait d'aller vers plus de réalisme en fait. Et le résultat, je le trouve beaucoup moins intéressant. Je le trouve pauvre. Contrairement à ce que lui il pense, son travail est plus pauvre en couleur que. Ouais, j'ai vu, je sais pas si c'est le même ou si c'est un César bis qui copie qui a un maître, voilà. Mais là, elles étaient, par exemple, l'espèce de poteau de bois brut, tronçonné dans l'arbre n'est pas peint, mais l'animal, lui, l'est, quoi, tu vois. Donc, il y a une part de peinture, une part sans peinture. Mais effectivement, alors donc j'ai pas vu de choses de sculptures non peintes. Bah oui, toutes ces dernières réalisations sont. D'accord. Moi, j'appelle ça colorier, quoi. Bon, avec c'est un peu plus péjoratif, mais bon, c'est. Vous voyez la tête de Jean quand il dit ça, c'est colorier. Pauvre mec, j'espère qu'il nous écoute. Je pense que c'est beaucoup plus. Non, il nous écoute certainement pas. Son atelier est en Charente-Maritime. Ah oui, bon d'accord. Je mettrai peut-être un petit lien sur le blog. Oui, un petit lien. Si je suis de bonne humeur en rentrant. Tu diras, mon pote, arrête de barbouiller, de colorier tes sculptures. Merci Jean. Eh bien, une 4e ou 5e musique de Charlie. C'est quoi donc test, Charlie? La 5e. La 5e. C'est la 5e. Le nom de l'artiste, c'est Henri Dikongué. Et donc, le titre, c'est Né sous X. C'est un artiste de quelle région d'Afrique? C'est un artiste qui est originaire du Cameroun. Du Cameroun, ok. Angola, como kangweli babo puma se cautious. Durant des années, j'ai vécu l'indifférence. Des jours et des nuits, j'ai supporté le mépris. Pour longtemps, j'imaginais le pourquoi, comment. Du seul fait que je suis né sous X. Durant des années, j'ai vécu l'indifférence. Des jours et des nuits, j'ai supporté le mépris. Trop longtemps, j'imaginais le pourquoi, comment. Du seul fait que je suis né sous X. J'aurais aimé pouvoir porter ton nom et pouvoir avancer sans remise en question. Vous m'appelez X, vous m'appelez X. Si je n'ai pas de racines, ceux qui les connaissent me refusent ce droit. Combien de temps l'hypocrisie durera? Du seul fait que je suis né sous X. Comment vous pardonner si vous gardez le secret? Que vais-je raconter pour expliquer à mon fils qu'il n'a ni papi, ni mamie, ni famille?
seul fait que je suis né sous X. J'aurais aimé m'appeler personne et pouvoir avancer sans remise en question. Vous m'appelez X, vous m'appelez X. Ça sonnera et tu me diras ta maman c'était moi. Ne m'en veux pas si j'ai dû t'abandonner. Je n'avais pas le choix, je n'avais pas le choix. J'aurais aimé pouvoir porter ton nom et pouvoir avancer sans remise en question. Vous m'appelez X, vous m'appelez X. J'aurais aimé pouvoir porter ton nom, pouvoir avancer sans remise en question. Mais vous m'appelez X, vous m'appelez X. J'aurais aimé pouvoir porter ton nom et pouvoir avancer sans remise en question. Vous m'appelez X, vous m'appelez X. Mais vous m'appelez X, vous m'appelez X. J'aurais aimé, j'aurais aimé. Pas mal, le chanteur que nous présente Charlie, comme tous les précédents. On est bien content de ça change. Bon, c'est pas j'en sais rien, c'est autre chose. Et ça nous plaît bien. Toujours sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Pardon ? Vous n'avez pas l'habitude d'écouter ce genre de musique? Non. Henri mais... Conguet, je crois qu'on n'en a jamais écouté sur Arakaï. Mais c'est très bien, Charlie. Continue dans cet esprit-là. Tu resteras longtemps avec nous. Non, mais sérieux. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, bah c'est toujours Radio Libertaire, toujours la voix de la Fédération anarchiste, toujours sans Dieu, sans maître et sans publicité. C'est bien comme ça. Araka est la 29e avec, donc, comme vous l'avez entendu, Charlie dans le petit aquarium, Jean à ma gauche, qui va vous causer tout à l'heure dans le poste d'expo à ne pas manquer, et moi tout de suite d'expo non plus à ne pas manquer, mais qui sont un peu moins prestigieuses, mais quand même importantes, parce que ce sont des expositions... d'une part, d'une jeune artiste que nous avons reçue ici il y a quelques mois, qui s'appelle Chloé, pour tout dire Béguet, et qui expose à l'espace d'animation Montgalais, 4 passages Stainville, STINVI2LE, Paris 12e, métro Montgalais. Tout le monde a bien compris? Je répète. Centre d'animation, l'espace où elle expose, 4 passages Stainville, Paris 12e, métro Montgalais. Le titre de l'exposition est assez amusant, enfin pour moi, mais je m'amuse d'un rien. Papangus et Maracatus et autres. Et j'ajoute et autres, parce que c'est comme ça qu'il faut annoncer la chose. Ce sont des aquarelles et des crobars qu'elle a fait au cours d'un séjour au Brésil d'1 mois. Des crobars faits sur sur le vif, comme on dit, ce qui veut pas dire que c'est pas la pêche, hein, on pêche pas au vif, on fait des crobars sur le vif. Et puis je crois qu'il y a aussi enfin j'ai vu sur le site de ce centre d'animation des aquarelles aussi de voyages qu'elle a fait en Algérie et en Espagne, je crois, je sais pas, enfin bon, divers pays. Parce que c'est une voyageuse, c'est le propre de la jeunesse, on voyage à l'extérieur, et quand on est des vieux cons, on voyage à l'intérieur. Ah, c'est bien dit. C'est moins dangereux.
Voilà. Alors donc, le vernissage est le 22 septembre, mais on vous en reparlera parce que la prochaine émission, ce sera justement le 22 septembre et il y aura une expo le soir, enfin un vernissage le soir. Le téléphone, c'est le 01 43 41 47 87. Voilà, vous savez tous, Chloé, Béguet, Papancus et Maracatus et autres dessins au centre d'animation Montgalais. Et puis, je reprends mon petit papier, Bonhomme Leclerc et ses chemins, des linos d'Olivier Leclerc, du 11 septembre au 20 septembre, donc c'est encore en cours. Vernissage le 12 septembre, c'est passé. 18h, donc c'est pas la peine d'insister. Association pour l'estampe et l'art populaire, 49 bis rue des Cascades, dans le 20e à Paris, métro Jourdain, au 01 47 97 05 35, et si vous voulez le site www.estampe-artpopulaire.com. Voilà, j'ai fini mes petites annonces et je passe la parole à notre éminent spécialiste des expositions à ne pas manquer, Jean, qui est à la gauche, qui va vous parler. Je précise aussi pour ceux qui aiment bien marcher un tout petit peu que l'espace Montgalais, il est près aussi, il est très près du métro Montgalais, mais il est aussi à moins de 10 minutes à pied de Nation. D'accord. Ça peut éviter des changements. Alors, je commence par Bruegel, Memling, Van Eyck, la collection Bruckenthal. Ça, c'est au musée Jacques Marandré, 158 boulevard Haussmann, 75008. Jusqu'au 11 janvier 2010. Donc vous avez le temps quand même. Hein. Moi, j'ai une dent contre le musée Jacques Marandré, qui préfigure ce que seront les musées de l'avenir. Le musée libéral avec des files d'attente interminables, des œuvres la plupart du temps inaccessibles pour cause de monde, et puis des prix prohibitifs. Et puis, hop, on est dirigé comme ça vers la sortie. N'oubliez pas de passer par la boutique. Moi, ça me fatigue. Mais d'habitude, il faut aller jusqu'en Roumanie pour admirer la 50aine d'œuvres incontournables qui sont présentées ici, comme L'homme au chaperon bleu de Van Eyck, ou encore Le massacre des innocents à Bethléem de Bruegel. Ça, c'est une des versions, il y en a plusieurs, mais enfin celle-là est magnifique. Ou encore L'homme lisant de Memling, ça ne se refuse vraiment pas. Alors il y a un site très bien foutu qui est dédié à l'exposition, je mettrai le lien sur le blog de l'émission. Et puis là, c'est vraiment du lourd, mais d'habitude Bon, c'est une expo qui n'a pas besoin de nous, c'est du lourd, c'est du gros, mais à Racaille, on défend la cause des femmes. Oui. Ouais, et donc elle, artiste femme dans les collections du Musée national d'art moderne au Centre Pompidou, ça c'est jusqu'au 24 mai 2010. Voilà, l'accrochage ne cède en rien à la démagogie, alors on vous en parle quand même. Frida Kahlo, Sonia Delaunay, Louise Bourgeois, Annette Messager, il y en a pour tous les goûts, pluridisciplinaire, la programmation permet d'approfondir les domaines culturels que les femmes ont investis depuis un siècle, aussi bien dans la littérature que dans l'histoire de la pensée, de la danse ou encore du cinéma. Alors, salut les nanas. Vive les femmes! Vive les femmes, une expo à ne pas manquer. Merci Jean. Et il ne faut pas que j'oublie mon petit devoir, le 5e salon du livre anarchiste de Merlieu dans l'Aisne. L'Aisne, c'est dans le nord. C'est dans le nord de Paris. Samedi 26 et dimanche 27 septembre 2009. Alors, avec une remise par un jury spécial du prix Ni Dieu ni Maître 2009 à Hamid Zanaz pour son ouvrage L'impasse islamique, la religion contre la vie. Préfacé par le grand philosophe incontournable Michel Onfray, et apparaître aux éditions Libertaires en septembre prochain. Et au cours de ce 5e salon du livre anarchiste, où il y aura une multitude d'éditeurs, d'auteurs, de livres, évidemment, puisque c'est un salon du livre, il y aura un intermède musical particulièrement important, la production donc du duo J'en sais rien pour des chansons engagées de 12h30 à 13h le dimanche 27 septembre 2009. Non, on se marre avec Jean parce que on n'avait jamais capté que les chansons de notre camarade Jean-Christophe étaient engagées. Enfin, si on parle de chansons d'amour et qu'on dise qu'elles sont engagées, pourquoi pas ?
Hein, ouais. Bon, non. L'amour est un engagement. Et tous l'amour les est un... jours. oui. Et voilà. Donc, je rappelle les dates. Le 5e salon du livre anarchiste de Merlieu dans l'Aisne, dans le nord de Paris, le samedi 26 et dimanche 27 septembre 2009. Avec la remise du prix du 10 mètres, avec la participation de notre camarade Jean Sérien et sa partenaire pour un duo de chansons engagées le dimanche de 12h30 à 13h. Et connaissant Jean Sérien, qui n'a aucune notion de l'heure, du temps qui passe, ça peut durer un certain temps. Pour le plus grand bien de vos oreilles et de votre, comment on pourrait dire ça, les oreilles, de votre mental un peu déprimé, là, ça donne des ailes, si on peut dire. Voilà, c'était la 29e d'Arracaille sur Radio Libertaire. On est bien content d'avoir pu mener à son terme cette émission. C'était pas tout à fait joué au départ parce que on était un peu anxieux sur la technique, puisque évidemment notre camarade Charlie n'a eu qu'une séance pour apprendre, ce qui est vraiment limite. Nous, avec Jean, il va nous en falloir un certain nombre pour arriver à intégrer l'histoire. On remercie donc tout particulièrement Charlie, qui a eu vraiment un gros courage pour venir assurer la technique. Merci Charlie. Jean. Salut à tous. Et moi-même, salut à tous, à la prochaine, en espérant qu'on pourra vous gaver encore de bonnes histoires sur l'art, les artistes et toutes ces sortes de choses.